Mais ils utilisent un vocabulaire que personne n'utilise, à part dans les cours de sociologie à l'UQAM. Je veux dire, sortez-vous la tête de votre sac en papier, là. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Il reste du monde. Je voulais recevoir évidemment des gens que je connais pas, mais que tout le monde connaît, mais je voulais aussi recevoir des gens que je connais et que tout le monde connaît. Sophie Durocher, salut. Bonjour Rémi. Ça va bien? J'adore, oui, moi ça va très bien et en plus, j'adore le titre de ton podcast. Est-ce que tu savais que ça s'appelait comme ça? Non, je viens de l'apprendre à l'instant. Oui. Il reste du monde, juste pour que je vais l'expliquer aux gens, c'est que je fais le pari, et je pense que c'est un pari à cette étape-ci dans la vie, qu'il reste du monde pour discuter de toutes sortes de choses, opposer leurs idées. Alors, on a des surprises qui s'en viennent. Moi, j'ai invité des gens que certaines personnes pensent que je ne pourrais jamais même rencontrer ou même faire venir. Des parias, mais pas juste des parias, des gens qui pensent différemment de moi. Ils ont accepté de venir parce qu'il reste du monde, donc, pour discuter. Mais toi et moi, on a quelques désaccords qu'on met en scène à la radio, au quotidien. Mais on s'entend sur un certain nombre d'autres choses quand même. On est des amis dans la vie. Oui. Je pense que ça, je veux juste le dire au début parce que tu es la première invitée que je vais tutoyer. Oui. Alors, on fera pas semblant qu'on se connaît pas. Je déteste ça parce que les médias, c'est super important d'être vrai, d'être authentique. Et je serais absolument pas à l'aise si tu me vous voyais. Donc, non, c'est ça. Comme dans la vie de tous les jours. Exactement. Mais il y a quand même... bon, tu es une amie, je te parle au quotidien, on soupe ensemble des fois. On parle de toutes sortes de choses. Ça sort du travail. Des fois, on est plus dans les confessions. Mais il y a quand même une question que je ne t'ai jamais posée. Je m'en suis rendu compte parce que je dois préparer quand même un minimum mes entretiens. Hein. Je veux quand même sauver ma face. Et je me suis rendu compte que je ne t'avais jamais demandé, Sophie, et là, roulement de tambour, pourquoi tu fais ce métier-là? Ah, bonne question. Pourquoi je fais ce métier-là? Je rappelle juste, là, quand même, il y a peut-être des gens qui l'ignorent. Sophie Durocher, chroniqueuse, essayiste, animatrice, journaliste également. Et c'est ça, je ne sais pas pourquoi tu fais ce métier-là. Alors, pourquoi je fais ce métier-là? Parce que je suis curieuse et que c'est le seul métier que j'ai trouvé où je peux assouvir quotidiennement et même plusieurs fois par jour ma curiosité. J'ai une curiosité qui n'est jamais assouvie. C'est-à-dire que moi, dans la vie de tous les jours, je vais quelque part, je vais manger au restaurant, je vais dans un musée, je vais dans un champ de patates, je vais cueillir des bleuets, n'importe quoi. Je suis toujours en train de poser des questions. Je veux comprendre comment ça marche. Je veux comprendre c'est quoi la production annuelle de bleuets au Saguenay. Je veux comprendre comment ça marche des patates. Je veux comprendre comment ça se passe dans le milieu de la restauration en ce moment. Donc, si je ne faisais pas ce métier-là, je serais quand même habitée par cette curiosité-là. Il se trouve que j'ai trouvé le métier qui me permet d'avoir des réponses à mes questions et de rencontrer des gens que dans la vie de tous les jours, je ne pourrais pas rencontrer. Je trouve ça absolument fascinant, la diversité des gens qui s'assoient sur la chaise en face de moi. Ça va des politiciens, évidemment, mais le moins possible, à des dirigeants d'entreprise, des mères de famille éplorées parce que leur enfant est atteint d'un cancer incurable. Et il n'y a jamais deux journées pareilles. Donc, je suis à la fois curieuse et impatiente. Et j'ai un degré de concentration d'un écureuil sur un double espresso. Donc, faire ce métier-là où il n'y a jamais deux journées pareilles, il n'y a jamais deux contrats pareils, parce qu'une année, tu fais Le Monde à l'envers, l'année d'après, tu fais Sortez-moi d'ici, une année, tu fais de la radio, l'année d'après, tu écris dans un magazine, et aucun de ces métiers-là ne se ressemble, même s'ils ont beaucoup de ressemblances. Donc, c'est pour ça que je fais ce métier-là, et je le fais. J'ai su très jeune, j'avais 14-15 ans que c'était ça que je voulais faire. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que de ce métier-là, tu retiennes la dimension écoute, curiosité, la dimension je m'intéresse à l'invité. Mais pour moi, Sophie Durocher, c'est aussi une femme d'opinion, une femme qui exprime, qui a des convictions. Donc moi, je pensais que tu t'en allais plus dans ce sens-là. Donc ça veut dire... Puis mais pourtant, c'est plus les autres, en fait. Oui, en fait, c'est plus les autres. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'écris une chronique d'opinion, par exemple, dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec... c'est pas juste
le fait d'écrire mon opinion qui m'intéresse. Je suis, je le dis en toute modestie, sûrement une des chroniqueuses au journal qui réagit le plus. Moi, d'abord, je lis tout ce que les gens m'écrivent. On a une adresse. En dessous de notre photo, il y a dans le journal, il y a notre adresse courriel. Ouais. Et moi, je suis surprise quand je parle avec d'autres journalistes, puis je leur dis, tu sais, est-ce que tu as écrit telle chronique? Est-ce que tu as eu beaucoup de réactions? Les gens disent, je suis surprise, mais les gens souvent me disent, je lis pas les courriers des lecteurs. Mais alors, pourquoi il y a ton nom avec ton adresse en dessous? Donc, moi, régulièrement, dans mes chroniques, je reviens sur ce que des lecteurs m'ont dit, m'ont écrit. Du moment que c'est respectueux, je vais réagir, je vais engager un dialogue. Et ça me fait beaucoup rigoler parce que très souvent, quand j'écris aux gens, je me fais vraiment un point d'honneur de répondre, mettons, à 90% des gens, ne serait-ce que « merci d'avoir pris le temps de m'avoir écrit ». Ne serait-ce que répondre ça, je trouve que c'est la moindre des politesses. Si les gens sont polis, évidemment. Mais je suis surprise parce que très souvent, les gens me disent « Je pensais jamais que vous me répondriez ». Donc, les gens envoient ça comme une bouteille à la mer. Mais moi, je plaide pour le dialogue. Mais alors, si j'écris une chronique, c'est pas pour qu'elle n'ait pas de répercussions. C'est sûr que je veux que ça fasse bouger les choses. Mais bouger les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lecteurs vont réagir, que les personnes impliquées vont réagir. Mais si tu t'intéresses pas, moi, c'est la question fondamentale. Si tu t'intéresses pas à ce que les lecteurs pensent, pourquoi t'écris dans un journal? Comment tu peux t'intéresser à ce que vivent les gens? C'est voilà. le contact que tu as avec les gens, au-delà de ta vie qui se déroule en partie à l'épicerie, en partie à la quincaillerie, en partie au gym. C'est aussi ce contact avec les gens qui t'écrivent. Donc, de les snobber, ce serait de mal faire ton métier. Tout à fait. Puis moi, je pense très souvent, et c'est pas par snobisme du tout, ou c'est pas par opportunisme, mais c'est vraiment, je trouve, une phrase fondamentale de René Lévesque qui disait « Comment peut-on prétendre s'intéresser aux gens si on ne s'intéresse pas à ce que les gens aiment? Comment peut-on prétendre aimer les Québécois si on méprise ce que les Québécois aiment? Je trouve que c'est une phrase fondamentale. Elle est sûrement mal citée parce que je vais la citer comme du monde. C'est ce que René Lévesque a dit, c'est « Je me méfie des gens qui disent aimer le peuple et qui n'aiment rien de ce que le peuple aime. » Voilà. Finalement. Bon, alors merci Rémi d'avoir beaucoup plus de précision historique que moi, mais l'esprit est là. C'est-à-dire que des gens qui prétendent vouloir le bien des gens, tu sais, on en connaît beaucoup dans le milieu des médias, des gens qui sont beaucoup dans la bienveillance, dans la tolérance, dans la supposée ouverture, mais que dès que le peuple ne pense pas comme eux, dès que le peuple a des goûts qui leur déplaisent, des goûts qui les dégoûtent, tout d'un coup, ils n'aiment plus le peuple. Et donc, tu te poses vraiment la question, est-ce que dans le fond, vous aimez le peuple ou vous aimez le reflet de votre propre image dans le miroir? Moi, je ne fais pas ce métier-là pour me regarder dans le miroir. Je fais vraiment, sincèrement, ce métier-là parce que ça m'intéresse de participer au débat public, ça m'intéresse de participer à la circulation des idées. Mais qui dit circulation des idées, ça veut dire que tu émets une idée. C'est comme jouer au billard. Tu peux pas juste dire, moi, je vais prendre ma boule et je vais aller sur une table de billard où il n'y a aucune autre boule. Là, c'est sûr que tu vas la rentrer dans la petite porte de sortie. C'est facile, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est de mettre la boule de billard, de voir comment ça fait boum, puis que la rouge frappe la noire, puis que la noire frappe la verte. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est intéressant. Donc, idéalement que la noire soit frappée vers la fin de la partie comme ça, parce que sinon, la partie vient déjà de se terminer. Voilà. Je voulais qu'on parle, Sophie, parce que tu sais, il y a toutes sortes de chroniqueurs au Québec. Il y a des gens qui sont devenus chroniqueurs après avoir fait de la politique. Ça a été leur façon de se rendre jusque-là. Toi, tu es une journaliste à la base. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans le métier dans des salles des nouvelles. J'ai été journaliste à la presse. J'ai été stagiaire à la presse à 22 ans. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. J'étais stagiaire à la presse la même année que Emmanuel Bilodeau, qui est maintenant comédien, a fait son stage à la presse. Et donc, j'ai été dans la salle des nouvelles de la presse, j'ai été dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, j'ai travaillé avec Bernard de Rome, j'ai travaillé avec plein de monde et tout. Et donc, j'ai fait une maîtrise en journalisme à l'Université Columbia. Donc, oui, ma formation est vraiment d'être
journaliste à la base. Et moi, il n'y avait rien qui me faisait plus plaisir, qui me rendait plus heureuse à l'époque de sortir des histoires, de sortir des scoops, d'aller sur le terrain. J'ai fait du reportage de guerre. Je suis allée en Haïti, je suis allée au Salvador. J'ai adoré faire des reportages sur le terrain. Et à un moment donné, la vie m'a amenée par toutes sortes de détours à devenir chroniqueuse d'opinion. Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement? Il s'est passé toutes sortes de choses parce que dans le fond... C'est pas le même métier, là. Mais c'est pas du tout le même métier. Et je pense que c'est un métier, chroniqueur d'opinion, que tu peux faire quand tu as du vécu. Ça veut pas dire que si tu as 25 ans, tu peux pas être chroniqueur d'opinion. Je pense simplement que tel un bon vin, tu t'améliores avec les années. C'est-à-dire que je pense que le fait que, justement, j'ai fait du reportage sur le terrain, le fait que j'ai animé les Choix de Sophie pendant 5 ans, le fait que j'ai fait toutes sortes d'affaires, j'ai écrit dans des magazines, j'ai fait... Tout ça nourrit la chroniqueuse d'opinion que je suis aujourd'hui et qui est la somme de toutes les jobs que j'ai faits pendant 40 ans. Tu sais, moi, j'ai 59 ans et j'ai cette année. Et j'ai commencé vraiment en journalisme à 19 ans dans le journal étudiant du cégep de Brébeuf. J'étais avec des fils de riches et il y avait un journal étudiant. Puis quand j'ai commencé, c'était là. Puis, c'est la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que c'est pas vrai que tu étais une journaliste et que tu es devenue une chroniqueuse, mais que la journaliste en toi n'existe plus. Parce que moi, pour avoir travaillé avec un tas de gens, OK? Et ce n'est rien contre eux, mais il y a une chose qui te distingue de chacune de ces personnes-là avec qui j'ai travaillé, c'est que tu as un souci du détail et du fait qui dépasse, disons, celui que j'observe généralement chez les autres animateurs. Et ça, je le sais parce que faire une erreur avec toi en ondes... Sans dire que c'est impardonnable. On se le fait dire, même en ondes, OK? C'est un running gag, c'est une blague qui court. Ouais. Non, Sophie Durocher le dit en ondes, qu'il y a une erreur parce que tu respectes ce métier-là, qui est un métier où on te demande de plus en plus tes opinions, mais où tu sais qu'il faut quand même, quelque part, qu'il y ait avant tout les faits. Les faits. L'information. C'est-à-dire qu'en fait, par contre, le contrepoids à ça, c'est aussi que quand quelqu'un m'écrit en me disant « Sophie, t'as dit que c'était en 1932, c'était en 1937 », je suis la première à faire des erratums, je suis la première à le dire en ondes que je me suis plantée la veille et que je me suis trompée et que c'était pas ci et que c'était pas ça. Parce que tu peux pas pointer du doigt si tu n'acceptes pas de te faire pointer du doigt. Donc, il y a quand même ce contrepoids-là. Écoute, quand j'ai fait mes études à Columbia, la phrase la plus importante que j'ai retenue... c'est, à un moment donné, les professeurs nous disaient, puis c'est comme un classique en journalisme américain, « If your mother says she loves you, check it out. » Si ta mère te dit qu'elle t'aime, vérifie. Et j'adore cette phrase-là parce que c'est vrai que l'amour d'une mère, qui pourrait le contester? Mais ce que ça veut dire intrinsèquement, c'est que peu importe la source, peu importe le contenu de l'information, tu dois toujours vérifier. Alors, même si ton meilleur ami t'arrive en te disant « Sophie, tu sais pas quoi, ce qui m'est arrivé, je suis victime d'une fraude de ma banque », tu peux pas prendre cette information-là puis aller en ondes puis dire « Un tel a été victime de fraude ». Il faut que tu vérifies, même si c'est quelqu'un en qui tu as pleine confiance, même si tu dis « Cette personne-là jamais pourrait se tromper », tu dois vérifier et vérifier tout le temps. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les gens qui ne nous aiment pas... Et Rémi, j'ai une nouvelle pour toi. Mais on va en parler justement. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Les gens qui ne nous aiment pas, je dis nous, c'est Richard, moi, les gens du journal, etc. Les gens d'une mouvance plus à droite, mettons. Les gens qui ne nous aiment pas... toute occasion est bonne pour eux de nous décrédibiliser. Alors, si on dit hier, une voiture rouge a frappé un individu au coin de Rachel et Rachel, il y a quelqu'un qui va nous dire « Madame Durocher a dit n'importe quoi parce que la voiture n'était pas rouge, elle était bleue. » Et Rachel n'est pas un coin de rue possible. Mais c'est plus une blague. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne vont pas s'intéresser à ce qu'on dit. On essaie de les alerter à une situation.
la montée de l'islamisme ou, je sais pas, peu importe, choisis n'importe quel sujet sur lequel on pourrait écrire ou chercher à alerter la population. Et eux vont dire, ah, mais vous avez dit que c'était en 1933 et c'était en 1934. Donc, tout le reste de ce que vous avez dit autour est faux. Donc, c'est pour ça qu'on se doit d'être hyper rigoureux dans nos affaires. Et voilà, parce qu'il y a des gens qui vont chercher à décrédibiliser sans chercher à comprendre quel est le fond. Il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Qu'est-ce qu'on essaye de dire? Qu'est-ce qu'on essaye de faire bouger dans la société? Il y a des gens qui vont chercher à nous décrédibiliser et il ne faut pas leur laisser cette marge de manœuvre-là. Puisqu'on parle de ces gens qui ne les t'aiment gens. pas, et d'ailleurs, non, de ces gens qui ne t'aiment pas ou qui n'aiment pas le travail de Richard Martineau, de Mathieu Bock-Côté, de n'importe quel autre chroniqueur qui travaille effectivement dans le groupe québécois. Moi, vois-tu, j'ai une vie sociale. Il m'arrive de rencontrer des gens qui découvrent que je travaille, par exemple, avec toi. La plupart des gens me disent « Wow, tu as de la chance. Hein? C'est quelqu'un qu'on aime bien. » Après, il y a des gens qui disent « Moi, ce qui m'énerve avec Sophie Durocher, c'est qu'elle est tout le temps en colère. » Et là, moi, à chaque fois, je suis pogné à leur dire, mais est-ce que vous la lisez vraiment? Est-ce que vous écoutez son émission au grand complet? Parce qu'effectivement, il y a la chronique de Sophie qui peut-être survient une fois par semaine où là, tu décides que tu rentres dans le mur. Ouais. Et il y a tout le reste. Il y a tout le reste où tu exprimes, je pense, une part beaucoup plus sensible de ta personne, beaucoup plus de finesse, beaucoup plus... d'humour, mais aussi même des valeurs bienveillantes et inclusives comme le respect, l'écoute et la tendresse. Il y a ça chez toi. Oui. Est-ce que ça te frustre, toi, que des gens ne retiennent peut-être que le reste? Non, je m'en tape complètement. Vraiment? Je m'en bats les coquillettes. Parce que je me dis, les gens qui pensent que je suis tout le temps en colère, c'est peut-être parce que, ils ne me lisent pas et les seules fois où ils ont entendu parler de moi, c'est que l'ami d'un ami leur a dit « Hey, as-tu vu la chronique de Durocher où elle varge à coups de 2 par 4 sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. » Donc, c'est sûr que si la seule chose qu'ils savent de moi, c'est la chronique que j'ai faite où j'ai démoli un film ou que j'ai... Bon, etc. Bien, c'est sûr qu'ils vont avoir cette image-là. Quand tu prends connaissance de l'ensemble de l'œuvre, ben, tu es capable de voir les subtilités, les nuances. Il y a un running gag à Cube Radio. C'est que les gens disent, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a le cancer ou qui est en phase terminale, ben c'est sûr, ça va se retrouver dans l'émission de Sophie parce que j'ai comme... c'est ma spécialité. Jusqu'à temps que mon propre chum ait un cancer. Et depuis ce temps-là, moi, je suis plus capable de faire des entrevues avec des gens qui ont le cancer. Mais c'est juste un exemple que je donne. C'est que les gens, parfois... pas les gens, parfois. Les gens, souvent, aiment beaucoup recourir à des étiquettes. Donc, c'est facile de dire, bon, Durocher, c'est la fille qui est en colère contre les artistes. Elle est fâchée contre les artistes. Rémi Villemur, ça va être c'est ceci puis c'est cela. Puis c'est bon. Ils mettent une étiquette et ils sont pas capables de voir la complexité de l'individu. Je vais juste te donner un exemple et je ne nommerai pas la personne. Au dernier Salon du livre de Montréal, il y a une auteure qui, elle, aime ça s'appeler autrice. Bon, tant mieux pour elle. Il y a une autrice qui est au Salon du livre et elle est toute seule à son stand et il n'y a personne qui est à ce moment-là en train de lui demander des dédicaces. Donc, je vais la voir. Et elle est comme vraiment comme ça, là, tu sais, elle a comme peur de moi. Puis je lui dis, écoute, je voulais juste te dire, j'ai demandé une entrevue avec toi quand ton livre est sorti parce que je trouve que le sujet que tu abordes dans ton livre est vraiment intéressant. Et malheureusement, la réponse que j'ai eue de ton attaché de presse, c'est que tu n'étais pas à l'aise de venir me parler parce que c'était moi. Point. Parce que c'était moi, oui. point. Alors, j'ai dit, je veux juste te dire que c'est vraiment dommage parce que tu as manqué une occasion. On aurait fait une magnifique entrevue ensemble parce que ton livre, je l'ai lu, je l'ai aimé, je l'ai apprécié. Ça m'a touchée. Je trouve que ton livre est bien écrit et je t'aurais pas attaqué, je t'aurais pas... On aurait eu une discussion intéressante. Et elle, la seule chose qu'elle a trouvé à me répondre, c'est, je trouve ça
formidable que toi, tu aies cette grandeur d'âme-là par rapport à moi. Elle dit, moi, je n'ai pas la maturité pour en arriver à ce que toi, tu fais. Mais c'était du sarcasme ou... Non. Elle m'a vraiment répondu ça et je me disais, ben, c'est quand même triste parce que elle, cette personne-là, a une image de moi comme étant la vilaine Sophie, puis la vilaine ci, puis tout ça. Et moi, ce que je venais lui dire, c'est, écoute, il y a sûrement plein d'affaires au cours des 15 dernières années où on s'est pogné, on n'a pas été d'accord, puis tout ça. Mais j'ai aimé ton livre, j'aurais aimé t'en parler. Et parce que toi, t'es trop borné, finalement. Donc, elle était restée prisonnière de l'image qu'elle avait de moi. Et dans le fond, c'est plate. Puis je suis sûre qu'elle le regrette aujourd'hui. Mais c'est... Donc, cette idée-là, quand tu mets une étiquette sur quelqu'un, ben, premièrement, tu te limites parce que les gens sont jamais juste une étiquette. Et en plus, tu te retrouves perdant parce que tu passes à côté d'échanges qui auraient pu être absolument... de quelqu'un qui commet... Un échange. Une entrevue, c'est un échange. Mais le processus que tu décris, là, ou je ne devrais pas dire un processus, mais l'état des lieux que tu décris où les gens ne se parlent plus ou se parlent moins, les gens s'arrêtent à des étiquettes... Moi, je sais pas, là, mais j'ai l'impression que c'est récent quand même, à l'échelle de l'histoire. C'est pas quelque chose qui était aussi frappant il y a 15 ans au Québec, par exemple. Et toi, il y a 15 ans au Québec, tu étais déjà dans les médias. Là. Oui. Je veux dire, tu avais déjà un rôle et tu t'en rappelles. Alors que moi, j'avais 15 ans. Je m'occupais pas de ça. J'étais un adolescent. Merci de me le rappeler. Non, mais c'est juste une façon. Parce qu'en réalité, Sophie, c'est que j'essaie d'introduire un vrai questionnement que j'ai. Moi, je n'ai pas la réponse. Pour des raisons temporelles. Comprends-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une calcification de la pensée au Québec, une calcification des rapports entre les gens. Je pense, par exemple, à quelqu'un comme Nathalie Petrovski. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, elle a quelques années de plus que moi. Donc, quand j'ai commencé dans le métier, elle était déjà là. Elle écrivait dans Le Devoir. Après ça, elle a écrit dans la presse. Elle vargeait dans le temps. Là. Je veux dire, c'était Nathalie Petrovski, watch out, là, quand elle allait voir ton spectacle puis qu'elle écoutait ton disque puis elle aimait pas ça, ou elle allait à la bande des 6 puis tout ça. C'était quelqu'un de... Mais... il y avait des émissions où il y avait des trucs où les gens répondaient à Petrovski, puis là, il y avait de la chicane, puis la chicane était pognée, puis tout ça. Il serait venu jamais à l'idée de quelqu'un de dire « Il faut que Nathalie Petrovski perde sa job, on va signer une pétition, puis il faut qu'elle soit annulée, puis c'est là. » Alors, ce qui est arrivé, Rémi, au cours des 15 dernières années, c'est la culture de l'annulation, c'est le manque d'ouverture, et je vais le dire, c'est le manque d'ouverture de la gauche, parce que de tout temps, il y a eu ce dialogue-là où, même au-delà de... Même dans les pires années, entre les indépendantistes et les fédéralistes, entre la gauche et la droite, entre, les pauvres et les riches, il y avait cette discussion, il y avait cette force de confrontation, l'idée que du choc des idées naît la lumière. Mais là, depuis 15 ans, la gauche québécoise est imbuvable. Premièrement, elle n'a pas le sens de l'humour. Deuxièmement, elle est dans la censure à pu finir parce qu'elle se croit supérieure. Elle demande la disparition de ceux d'en face avec qui elle n'est pas d'accord. Et ça crée, excuse-moi, je recommence, ça crée un climat toxique qui est absolument imbuvable et qui est dangereux et qui est détestable. Donc, c'est... Parce que moi, je l'entends souvent, cette explication-là, puis en réalité, j'y adhère, mais on dirait que j'ai de la difficulté à accepter que ça puisse tout justifier, que ça puisse effectivement tout expliquer, ce phénomène-là. Il n'y a pas aussi une part, je ne sais pas, c'est-à-dire une génération d'irrévérencieux qui sont devenus un peu plus vieux, qui se sont embourgeoisés et qui maintenant sont au pouvoir alors qu'ils se battaient pour l'être avant. Et maintenant qu'ils y sont, ils ont envie de protéger leurs intérêts. Tu sais, je sais que tu n'aimes pas forcément nommer des noms, donc ça n'engagera que moi. Mais par exemple, moi, et c'est par amour que j'utilise souvent cet exemple-là, celui de Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, pour moi, c'est peut-être la plus grande émission des 30 dernières années au Québec. Mais je suis d'accord avec toi. Par contre, je me réfère pas à Tout le monde en parle des 10 dernières années quand je dis ça. C'est la nostalgie des premières années. Des années où il y avait de l'alcool sur le plateau, où il y avait des excès, où il y avait de la flamboyance, où on allait un peu trop loin, où des invités venaient et repartaient
parce qu'ils avaient été, dit-on, mal reçus, mais ça faisait de la maudite bonne télé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et je le répète, c'est par amour pour ce que ça a été que je le note, mais je remarque que cette émission-là est devenue plate. Et d'ailleurs, c'est passé du rendez-vous du dimanche soir à la messe du dimanche soir. Et le mot qui est employé, pas juste par des gens qui sont cyniques comme moi, veut dire quelque chose. Le passage du rendez-vous à la messe signale qu'on est passé d'un rendez-vous, donc d'une fête, à un événement où il y a certains codes à respecter, où, évidemment, il y a des règles parce qu'on est quand même dans une église. C'est une messe. Et pour moi, des fois, je me dis, parce que j'ai parlé de ça avec des gens qui ont travaillé proche de Tout le monde en parle, puis on m'a dit, Rémi, la société québécoise a changé. Et c'est là que je me dis, mais est-ce que peut-être des émissions comme Tout le monde en parle changent la société aussi? C'est-à-dire que ce n'est pas la société qui change, Tout le monde en parle. C'est Tout le monde en parle qui change la société. Oui, mais je pense que ça va un petit peu dans les deux sens. Pour aller dans le même sens que toi, moi, il y a une chose qui m'a vraiment frappée récemment, c'est quand il y a eu toute l'affaire des masculinistes. Donc, pour rappeler, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Télé-Québec s'apprête à présenter un documentaire qui s'appelle Alpha, sur les mâles alpha. Et donc, dès l'apparition de la bande-annonce de ce documentaire-là, il y a des femmes qui disent c'est absolument épouvantable de donner la parole à ces gars-là et qui font pression. Donc, il y a une sexologue qui part une pétition. Il y a 25 000 personnes qui signent la pétition. Tout le monde en parle, devait recevoir le réalisateur du documentaire, Simon Coutu, et 2 des masculinistes qui sont dans le documentaire. À cause de la pétition d'une femme, une femme part une pétition, et à cause de cette objection-là, Tout le monde en parle, a décidé de désinviter un des 2 masculinistes et d'inviter à la place un gars qui s'appelle Dupuis-Derry, qui est venu faire la morale et puis en disant que blablabla, les masculinistes étaient donc bien épouvantables. Donc, tu avais un réalisateur, un gars qui venait dire les masculinistes sont absolument épouvantables et tu avais juste un gars tout seul entouré de plein de monde pour défendre sa cause. Moi, j'ai vu là-dedans une mise à genoux, le genou à terre de Tout le monde en parle, parce que Tout le monde en parle, c'est produit par Guillaume L'Espérance, qui est un homme, c'est animé par Guy Lepage, qui est un homme, et 2 hommes se sont fait, 2 hommes hyper puissants au Québec, se sont fait dicter le contenu de leur émission par une femme. Et après ça, on vient nous dire que c'est un patriarcal, Québec. J'ai des petites nouvelles. Je pense qu'il faut changer un P pour un M, peut-être. Et donc, moi, j'ai de la difficulté à imaginer qu'il y ait 10 ans ou 15 ans que Guy Lepage se soit fait, entre guillemets, dicter le contenu. Parce que ce qu'elle disait, la sexologue, c'est qu'elle disait, dans le fond, il y a des invités qui méritent une tribune et d'autres pas. Mais une tribune, c'est fait pour s'engueuler. C'est fait pour avoir des opinions contradictoires. Qui es-tu, toi, pour décider que... Donc, ça veut dire qu'à Tout le monde en parle, on n'invite que des gens qui pensent de la bonne façon. Mais je pense que c'est même plus grave que ça, Sophie. C'est que si on dit on va l'aborder, le sujet là, dont tout le monde parle et qui est délicat, on va l'aborder. Mais c'est encore plus grave que de ne pas inviter chacune des personnes qui constituent ce sujet-là. C'est plus grave que de rater, disons, oui, ça veut dire qu'on en parle in absentia. Ben, c'est ça. Ça veut dire que là, puis là, tout le monde nous disait, là, de quoi vous vous plaignez? Il en reste un, il y a un des 2 mâles alpha qui est là. Ben oui, mais vous foutez de moi ou quoi? On fait un show sur Ding et Dong, on invite juste Ding. C'est ça. Ben non, mais c'est pas ça, c'est Ding et Dong. Peut-être qu'ils aimeraient pas être comparés à Ding et Dong, mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout... Mais ce que je déteste de cette époque, Rémi, ce que je déteste de cette époque, c'est des gens qui sont les arbitres de la morale. Les arbitres de la morale qui disent « Toi, tu as le droit à la parole, pas toi. Toi, tu as le droit d'exister, pas toi. Toi, tu as le droit d'avoir une job, pas toi. Toi, tu as le droit d'utiliser certains mots, mais pas toi. Certains mots ont le droit d'être utilisés, pas d'autres. Et voici dans quelles circonstances. Et voici. Ils ont toujours le petit doigt levé, sont toujours en train, ces curés-là, de nous dire ce qu'on doit penser, avec qui on peut baiser, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quel genre de musique on a le droit d'écouter. Foutez-nous la paix.
Foutez-nous la paix, bordel! Je veux dire, je ne comprends pas. Je déteste cette époque-là et je comprends pas pourquoi, alors qu'on a pourtant tellement bénéficié au Québec de cette bouffée d'air frais qu'on s'est donnée pendant la Révolution tranquille avec des... Moi, régulièrement, j'ai envie d'écrire « refus global ». Refus global à cette clique d'emmerdeurs, d'emmerdeuses et d'emmerdheureuses. D'emmerdheureux, t'allais parce qu'il y a des oublier, fois là. des non-binaires emmerdeurs. Bien sûr, bon, bien sûr. alors des emmerdheureuses. Foutez-nous la paix, laissez-nous respirer, laissez-nous penser, laissez-nous baiser, laissez-nous rire, boire, manger, trop boire, trop manger. Ben Foutez-nous la paix. Puis, tu sais, bravo, premièrement. Mais deuxièmement, c'est qu'il y a une naïveté aussi dans la posture qui constitue à bannir et à pointer du doigt et à dire ceci n'est pas acceptable. La naïveté, c'est de penser qu'il n'y aura pas de ressac. Puis il n'y aura pas à un moment donné une écœurantite, parce que là, tu te choques sur un siège dans un studio de podcast. Mais il y a des gens qui se choquent aux élections. Voilà. Et on n'a pas besoin de parler de politique, mais ça donne après des hommes plutôt vulgaires ou des femmes plutôt vulgaires, mais qui prennent le pouvoir un peu partout dans le monde. Et ces gens-là, après, on dit « Ah, mais mon Dieu, hein, regardez, là, quand vous disiez qu'on ne pouvait pas rien dire, la preuve, c'est que qu'on pouvait dire quelque chose, c'est qu'ils sont là. » Non, eux autres, ils existent parce que ça fait des années qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, dans les institutions culturelles, même au pouvoir politiquement, qui disent aux gens, vous ne pouvez plus dire ceci, vous ne pouvez plus faire cela, faut pas penser comme ça. Mais la grande naïveté, c'est vraiment ça. C'est de se dire qu'il n'y a pas de réponse brutale à ça. La grande naïveté, c'est que la minorité tapageuse ignore ce que pense la majorité silencieuse. Mais la majorité silencieuse, à un moment donné, elle la prend, la parole, et quand elle la prend, des fois, c'est maladroit, des fois, c'est brusque, des fois, c'est agressif, mais des fois, la majorité silencieuse est vraiment écœurée de se faire dire quoi faire par la minorité tapageuse. Le commentaire, j'allais dire le compliment, mais le commentaire que je lis le plus souvent ou que j'entends le plus souvent, c'est que les gens disent « Merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas ». Alors, moi, je ne l'écris pas par populisme, je l'écris parce que je le pense. Je ne le dis pas par populisme à la radio, je le dis parce que je le pense. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Quand, par exemple, je te donne un exemple, Radio-Canada a produit tout récemment un excellent balado, un documentaire fascinant sur l'endométriose et les douleurs menstruelles des femmes. C'est extrêmement touchant. Il y a plein de femmes qui témoignent là-dedans. La jeune femme qui a fait le documentaire elle-même souffre d'endométriose et elle dénonce le sexisme de la profession médicale où on ne tient pas compte de la parole des femmes. Quand les femmes disent « j'ai mal », on leur dit « c'est dans ta tête », etc., etc., etc. Un balado important. Le balado est diffusé à Radio-Canada. Et quand tu vas sur le site de Radio-Canada, il y a un avertissement. Oh. Et l'avertissement dit, dans ce balado, on va parler de douleurs menstruelles, de douleurs pelviennes, on va parler de menstruation. Et pour les fins de la discussion, on va utiliser le mot « femme ». Oh là là. Nous reconnaissons cependant que tout le monde peut être affecté par l'endométriose. Ah, bien sûr, ben oui. Et voilà. Donc, Radio-Canada ne s'excuse pas d'utiliser le mot « femme ». Mais Radio-Canada dit un petit peu plus loin, l'endométriose peut toucher des personnes avec un utérus. Bon, moi, tu le sais, j'ai écrit tout un livre qui s'appelle « Où sont les femmes ?» où je dénonce ce genre de vocabulaire-là. Moi, mesdames et messieurs, attends, je vais regarder la caméra là, je suis une femme, je ne suis pas une personne avec un utérus, je ne suis pas une personne avec un vagin, je ne suis pas une personne avec une capacité de grossesse, je suis une femme. Et je dénonce la disparition du mot « femme ». Donc, j'ai écrit une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal en disant ça suffit. Ça suffit de nous dire qu'on s'excuse d'utiliser le mot « femme ». Mais la quantité de courriels que j'ai reçus de gens qui disent « on est écœurés, on n'en peut plus ». Arrêtez de nous dire des sornettes pareilles. Bien, je veux dire, ces gens-là, comment ça se fait que la Société Radio-Canada ne les écoute pas?
Comment ça se fait que la SAT Radio-Canada, elle ne veut pas faire de peine à 0,03 % de la population qui s'identifie pas, tu sais, qui est une femme biologique, mais qui veut pas qu'on utilise le mot femme? Comment ça se fait qu'ils veulent prendre soin et câliner et flatter dans le sens du poil une ultra-minorité et ne se rend pas compte que l'ultra-majorité des Québécois et des Canadiens trouvent que c'est absurde, ce vocabulaire-là? Oui, c'est une société d'État qui est censée quand même représenter la totalité des Canadiens, mais ils utilisent un vocabulaire que personne n'utilise à part dans les cours de sociologie à l'UQAM. Je veux dire, sortez-vous la tête de votre sac en papier, là. Oui, puis ça va, honnêtement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça achève, là, par contre, le wokisme. Je pense qu'il y a des indices. Non, mais attends, c'est pas parce qu'il y a eu des manifestations de ce mouvement-là, encore hier et avant-hier et avant-avant-hier, que c'est pas en train de mourir. Mais, tout à fait. Il faut étudier l'histoire longue. Mais à un moment longue. donné, l'histoire va se souvenir de ceux qui ont tenu ce vocabulaire ridicule. Parce que les gens qui disent personne avec un utérus, là, quand ils se promènent dans la rue puis qu'ils voient une femme qui s'apprête à se faire frapper par un autobus, penses-tu qu'ils se retournent vers leur conjoint en disant « Hey, regarde, Thomas, il y a une personne avec un utérus qui va se faire frapper par un autobus. » Personne parle comme ça. Voyons donc. Personne. Mais ils nous font croire, Bien eux, sûr, que c'est ça leur vocabulaire, que c'est ça leur inclusion, alors qu'ils sont dans l'exclusion. Ils nous font croire qu'ils sont dans la diversité. Ils n'ont aucune diversité d'opinion. Ils nous font croire qu'ils sont dans la tolérance. Ils sont dans l'intolérance. Ils nous font croire qu'ils sont dans la bienveillance. Ils sont dans la malveillance. Ils nous font croire qu'ils sont contre la discrimination. Ils font de la discrimination. Donc, à un moment donné, ça suffit. Ça va se ringardiser, ça, j'en suis certain. Ça va prendre du temps. Mais écoute, je voulais te demander, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on se connaît. Je sais que toutes ces prises de position-là, ça a un coût. Oui. Un coût qui est... et là, je parle pas d'argent. Je parle d'un coût social. Je parle d'un coût même relationnel. J'aimerais ça que tu nous dises de quel coût il s'agit. Bon, il y a plusieurs réponses possibles à ça. Premièrement, être chroniqueur d'opinion et être chroniqueuse d'opinion, déjà. Bon. Oui, fait que tu joues la carte de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, la carte de la femme, je la joue jamais, sauf dans un domaine qui est quand je reçois des commentaires haineux. 90%, ça a à voir avec ma sexualité. Alors que d'autres chroniqueurs d'opinion vont recevoir des commentaires haineux et personne ne va se préoccuper de ce qu'ils font avec leur bite. Alors que moi, manifestement, me faire traiter de mal baisé, me faire dire, c'est déjà arrivé, je vais te violer, je te souhaite de te faire violer, ça, c'est des choses qu'on entend, nous, comme femmes, ou c'est déjà arrivé aussi, puis ça s'est retrouvé dans les tribunaux, quelqu'un qui trouvait rien de plus drôle à dire que j'avais du sable dans le vagin. Donc, j'ai des petites nouvelles pour vous. Je vérifie régulièrement mon vagin. Je n'y ai jamais trouvé de sable. Mais Richard ne se fait jamais parler de son pénis ou de sa prostate. D'ailleurs, il n'en a plus. Ça tombe très bien. Il y a tant de choses à dire. Alors qu'il y a tant de choses à dire. Donc, oui, j'utilise la carte de la femme, mais uniquement là-dessus, parce que sinon, je ne suis pas du genre à dire « Ah, mon Dieu, je suis maltraitée parce que je suis une femme ». Non, je ne suis pas maltraitée parce que je suis une femme. Non, mais d'ailleurs, je suis maltraitée parce que je suis quelqu'un d'opinion, parce que les gens qui n'aiment pas mes prises de position, au lieu de dialoguer et de me répondre par des faits, vont me répondre par des insultes ou des mises en demeure ou des niaiseries comme ça. Donc, c'est pas ça. Tu m'as posé la question du coût, donc je veux y répondre. Il y a le coût pour moi, puis il y a le coût pour mon entourage. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai un fils de 17 ans. C'est pas toujours évident pour lui d'être le fils de l'un ou le fils de l'autre ou le fils des deux en même temps. C'est pas toujours évident. Et donc, on essaie quand même de le préserver. C'est pas toujours évident. Des fois, ça donne lieu à des situations rigolotes, des fois moins. Mais le coût, donc, c'est aussi que, par exemple, à un moment donné, avec Richard, on est dans un taxi. OK? Et on est un peu pompette. Il est tard le soir. On est dans quelle année à peu près, là? Il y a à peu près... Attends, c'est facile à calculer.
5 plus 3, ça fait 8. Il y a 8 ans de 8 ça. ans, OK. OK? On est dans un taxi et on oublie une règle de base qui est, vu qu'on est des personnalités publiques controversées, on donne jamais notre vraie adresse à un chauffeur de taxi. On dit toujours, laissez-nous au coin de telle rue et telle rue. Et nous, après, on marche jusqu'à chez nous parce qu'on veut pas... Quand même, là. On veut pas... Ben oui, mais ça fait des années que c'est comme ça. On veut pas que les gens sachent notre adresse parce que on sait jamais. Et là, on est un peu pompette, donc on dit au chauffeur de taxi, on habite à telle adresse, tel numéro sur telle rue. On est dans le taxi et arrive le moment de payer. Le taxi nous laisse devant chez nous. Arrive le moment de payer et le chauffeur de taxi se retourne pour prendre ma carte de crédit. Et là, il voit que dans son taxi, il y a Richard Martineau et moi. Et là, il regarde Richard puis il lui dit « Toi, je te connais. » Il dit « Toi, t'es un salaud. » Puis là, il commence à déblatérer contre Richard. Et après ça, il se tourne vers moi et il dit « Toi, t'as marié ça? T'as épousé ça? C'est tout ce que t'as trouvé à épouser, ça? C'est un salaud, ce gars-là. Toi, tu l'as épousé, t'es une salope. » Là, je dis « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Et là, moi, je suis consciente tout ce temps-là que le gars, il connaît mon adresse. Oui. Donc, je lui dis « Monsieur, soit vous vous excusez, soit j'appelle la police. De toute façon, je vous paye pas parce que vous n'avez pas d'affaire à vous comporter comme ça avec des clients. » Donc, le gars dit non, je m'excuse pas. Je prends mon téléphone, j'appelle le 911. Il y a une voiture de police qui arrive. Et le monsieur, vu que moi, je disais, je refuse de vous payer, il appelle lui aussi le 911. Donc, il y a une autre voiture de police qui arrive. Donc là, il y a 2 voitures de police qui sont là devant chez nous à 2 heures du matin, alors que nous, on est un petit peu pompettes. Et là, c'est la grosse crise. Et donc, la policière qui prend ma déclaration, je lui dis, écoutez, monsieur, il m'a dit tel propos, etc. Donc, on a fait une plainte au bureau du taxi et tout ça. Mais ce monsieur-là, qui était extrêmement agressif contre nous, pour des raisons religieuses, je te laisse deviner de quelle religion il était, ce monsieur-là. Un bouddhiste, d'accord. Encore un bouddhiste. Il connaissait notre adresse. Une semaine après, il y avait un poteau à vendre devant notre maison et nous avons déménagé. Mais je suis content que tu la racontes, cette histoire-là, parce que moi, tu me l'as raconté déjà lors d'un souper. Puis quand je voulais que tu aies pas le courage, mais que tu aies la gentillesse de la raconter à tous les Québécois, parce qu'il y a des gens qui vont continuer de ne pas aimer ton travail, même après avoir entendu cette histoire-là. Mais ces gens-là devraient se demander si on peut même souhaiter ça à son pire ennemi. Si tu es leur pire ennemi, ce que tu ne devrais pas être normalement, ils t'ont jamais rencontré. Mais moi, il y a des gens, des chroniqueurs, des personnalités publiques que je n'aime pas, que je méprise même. Et je ne leur souhaite pas ça. Je ne leur souhaite pas qu'ils n'aient pas le droit de passer une soirée avec leur conjoint, leur conjointe, qu'ils n'aient pas le droit de boire un petit coup, de rentrer chez eux et d'être ensuite menacés et de craindre pour leur sécurité. Parce que on pourrait te dire, Sophie, t'as exagéré, franchement, vendre sa maison pour ça. Honnêtement, je pense que j'aurais peut-être fait la même chose. En fait, pour nous, la question ne se posait pas parce que c'était déjà arrivé 2 fois auparavant où on avait eu des menaces et on avait été obligé d'avoir des gens de garda devant chez nous pendant, dans un premier cas, 24 heures, dans l'autre fois, 48 heures. Là, on s'est dit, ça va faire. Là. C'est parce que avoir des gens de garda devant chez nous, avoir un chauffeur de taxi plus qu'agressif qui connaît notre adresse, à un moment donné, ça va faire. Donc, on a déménagé et maintenant, chaque fois qu'on habite quelque part, donc on a maintenant on ne fait jamais livrer notre courrier à la maison. On a une boîte postale, donc on va chercher notre courrier à la boîte postale pour que personne... moi, je veux pas que... il y a des affaires, t'as pas le choix. Ton permis de conduire, t'as pas le choix. Non, c'est ça. Mais tout le reste, c'est une boîte postale parce que je veux pas que les gens connaissent mon adresse et tous les endroits où on habite, soit il y a un gardien de sécurité, soit il y a un système de sécurité, soit il y a des caméras de sécurité. Mais on ne peut pas se permettre ça parce qu'il y a des fous furieux, parce qu'il y a des gens dangereux. Moi, j'ai porté plainte à la police il y a quelques années de ça parce qu'il y a un gars qui avait écrit sur Internet « Sophie Durocher mérite d'être giflée tellement fort qu'elle
retrouve dans le coma pendant plusieurs années. Alors, j'ai offert au gars, je lui ai dit, écoutez, vos propos sont violents, c'est une menace et c'est une incitation à la haine. Donc, je vous invite à vous excuser. Je vous donne 24 heures pour vous excuser. Si vous ne vous excusez pas et que vous ne retirez pas votre message, je vais à la police. 24 heures plus tard, le plouc n'avait pas retiré le message. Je suis allée... Non, mais c'est un plouc. Non, je sais, c'est un drôle de mot. Le gars n'a pas retiré son message. Je suis allée à la police. Il s'est fait arrêter. Il s'est fait passer les menottes devant sa femme. Ben oui, c'est sûr, il n'a pas trouvé ça drôle. Il a été arrêté. Il est allé au poste de police. Et il a été accusé de harcèlement criminel, de menace de mort. Il a plaidé non coupable, replouc, parce qu'il avait juste à plaider coupable et s'en serait tiré avec une petite on est au Québec tape quand même, sur les là. mains. Ben oui. Donc, il a plaidé non coupable. Donc, il y a eu un procès. Et au terme du procès, il a été trouvé coupable par la Cour du Québec de harcèlement criminel et menace de mort. Et ben là, on est la veille du jour où il y a la sentence. Donc, au moment où le podcast va être diffusé, les gens vont savoir quelle est sa sentence. Donc, je ne m'immiscerai pas plus loin dans le processus judiciaire, mais c'est mon quotidien, ça. Mon quotidien, c'est que quelqu'un, quelque part, bon, lui, c'est un anti-vax, mais quelqu'un, quelque part, aime pas qui je suis, aime pas ce que j'écris et suggère à la communauté Twitter de m'en crisser une pour que je me retrouve dans le coma. J'ai fait quoi pour mériter ça, moi? Ça n'a aucun bon sens. J'ai fait quoi pour mériter ça? Et j'irai plus loin que ça, Rémi. Quand c'est arrivé, cette affaire-là, moi, je suis une femme. La dernière fois que j'ai vérifié, je suis une femme. OK? Oui. Il y avait tout un mouvement au Québec. Ah, c'est effrayant. Les femmes sont victimes de cyber-intimidation. C'est épouvantable. Il y a même Léa Clermont-Dion a fait tout un documentaire là-dessus. Est-ce qu'il y a une seule de ces personnes-là, une seule de ces personnes-là, dans la communauté médiatique, dans la communauté artistique, dans la communauté journalistique, qui s'est portée à ma défense en disant c'est épouvantable ce qui est arrivé à Sophie Durocher? Non. Mais non, c'est ça, tu fais la réponse. Et quand le verdict est tombé, quand il y a eu le procès, le verdict est tombé, il a été trouvé coupable. Moi, je suis allée voir sur le compte de Léa Clermont-Dion. Puis il se passait rien. Mais je me disais, voyons, c'est son domaine de spécialité. Léa, c'est son pain puis son beurre, là. Je veux dire, bon. Alors, j'ai écrit à Léa en disant, Léa, hein? You, est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer? Le gars a été trouvé coupable. Et là, Léa Clermont-Dion a pris un texte de la presse, elle l'a mis sur sa page LinkedIn. Et sais-tu ce qui s'est passé? Les commentaires en dessous de sa page LinkedIn, c'est des gens qui félicitent Léa en disant « Bravo, Léa, de dénoncer ça. » Ben oui, c'est ça. Non, mais vous voulez rire de moi ou quoi? Sauf que là, on découvre que c'est toi qui a fallu qu'il soit l'instigatrice de sa bonne vertu. Là, parce non que seulement ça. Elle s'en allait pas le faire. Là. Mais donc, les gens félicitaient Léa comme étant une lanceuse d'alerte, comme étant quelqu'un qui dénonce la cyber-intimidation. Ah oui. Mais elle était où, votre solidarité pour moi? Moi, c'est rare que tu m'entends utiliser le mot victime. Rémi, non, tu me connais. Mais là, au nom de la loi, t'en es une. Mais au nom de la loi, la Cour du Québec a déclaré que j'étais victime d'un acte criminel. Mais elle est où, votre compassion, les amis? Mais c'est grave, parce que c'est ce que je disais tantôt. Je disais, je ne souhaiterais pas ça à mes pires ennemis, mais étant donné qu'il n'y a personne qui est là, aux premières loges pour dire, regardez, je ne pense pas comme Sophie Durocher, mais c'est terrible ce qu'elle vit. Je dénonce cela. Ben là, c'est à se demander à ce moment-là si peut-être alors que ces gens-là souhaitent ça à leur pire ennemi. Ben voilà, mais moi, je pense que je suis désolé, là, je veux pas donner un sens à leur silence, mais on est un petit peu obligé de les interpréter, voire de surinterpréter ces silences-là. Oui, mais c'est un silence qui est qui parle très fort. C'est un silence qui hurle. C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que c'est clair que dans une certaine portion de la société québécoise, il y a des personnes à qui tu ne touches pas et des personnes qui attirent la sympathie et la pitié et des personnes sur qui, à propos de qui et pour qui tout est permis. Et moi, ça fait des années que je le dénonce et cette cause-là n'a fait que renforcer mon opinion. T'es une chroniqueuse, t'es de droite, tu travailles pour le vilain empire québécois. C'est pas grave si tu reçois des menaces. Si une chanteuse
lesbienne obèse avait reçu ce même type de commentaire-là, qu'elle était allée à la police, qu'il y avait eu un procès et que le gars avait été trouvé coupable, tout le monde de la communauté artistique aurait dit « c'est épouvantable, bravo ». Moi, ça a été quand même un silence assez complice. Je veux pas passer à autre chose. Je veux qu'on continue de parler de ça parce que je t'entends presque jamais en parler. Puis moi, c'était pour ça que je voulais te recevoir, Sophie. Je voulais qu'on parle du métier que tu fais de l'intérieur. Puis je trouve il nous reste des choses à dire sur la notion de sacrifice puis de coût. Tu as parlé de ton garçon. Évidemment, moi, si j'étais le fils de Sophie Durocher et de Richard Martineau, je serais très fier, même si je salue mes parents et je suis comblé. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, ne serait-ce que pour les raisons que tu viens de nommer. Moi, mes parents n'ont jamais reçu de menace de mort. Moi, mes parents n'ont jamais déménagé parce qu'il y avait une menace à leur endroit. Moi, mes parents ne se font pas bâcher à tous les jours sur les réseaux sociaux. Le sacrifice que toi, tu décides de vivre et le coût que tu décides, toi, de payer, il y a un autre coût qui s'ajoute à celui-là. C'est celui que tu imagines que des gens autour de toi, puis on n'est pas obligé juste de parler de ton fils, mais on pourrait parler de tes amis, on pourrait parler des gens de ta famille. Il y a des gens qui doivent composer avec ça aussi. Oui. Puis ça, j'imagine que c'est dur de savoir qu'à la pression qu'on se met s'ajoute celle-là aussi. Ben, c'est pour ça que quand, par exemple, j'avais reçu cette menace-là, mon fils l'a su et moi, c'était très important pour moi d'envoyer le message à mon fils que jamais je n'aurais honte de ce que j'écris, jamais je n'aurais honte de ce que je dis. C'est pour ça que j'ai prévenu mon fils. Je lui ai dit, regarde, il y a eu cette menace-là, il y a eu ces propos-là qui ont été tenus sur moi et c'était important pour moi de dire à mon fils, je vais au poste de police. Quand on est attaqué, on se tient debout. Mais oui. On ne garde pas ça pour soi, on défend ses droits, on se tient debout, on a une colonne, donc oui, c'est pas évident pour mon fils. C'est sûr que lui, il préférerait que peut-être qu'on soit plombier ou qu'on soit... Tu penses? Qu'on élève des petits minous puis que tout le monde... Au-delà de la blague, est-ce que tu penses vraiment ça? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que des fois... je te donne un exemple autre, mais quand même. Ben oui. Moi, tu le sais, évidemment, une de mes grandes causes dans la vie, c'est le français, le respect du français. Et donc, quand je vais magasiner avec mon fils, maintenant, ça n'arrive plus parce qu'il magasine par lui-même, mais quand il était plus jeune et qu'on allait dans des magasins et que je me faisais accueillir par un bonjour hi ou un hi tout court, je me plaignais. Puis là, je dialoguais, toujours dans un esprit de dialogue. Je disais, vous savez, même le premier ministre François Legault, il y a déjà eu une motion à l'Assemblée nationale pour demander aux commerçants de ne plus utiliser la formule bonjour, hi. Je dis, vous savez qu'il n'y a qu'une seule langue officielle au Québec, c'est le français. Vous savez que la première phrase dans la charte de la ville de Montréal, c'est « Montréal est une ville de langue française ». Tu sais, je fais mon professeur du duche, un peu emmerdeuse, professeur 101 et tout ça. Et mon fils, ça le rend fou, là. Oui, mais tu es au courant que n'importe quelle séance de magasinage avec ses parents à cet âge-là rend fou l'enfant. Oui. C'est pour ça que je te demande, je te talonne un peu. C'est pas juste la séance de magasinage qui le rend fou. C'est la chroniqueuse d'opinion. Parce que j'arrête pas d'être chroniqueuse d'opinion quand je vais magasiner au Centre Auckland. Ah, mon Dieu, je viens de le nommer. Parce qu'au Centre Auckland, je veux dire, c'est épouvantable. C'est rempli de gens qui se calissent complètement du français. Puis on est dans un podcast, fait que j'ai le droit de sacrer. Et donc, voilà. Donc, c'est plus ce côté-là où... Le fait d'avoir des parents qui ont toujours une opinion sur tout, des fois, ça doit être difficile pour lui. Au-delà du fait que n'importe quel ado, les parents lui tombent sur les nerfs, ça, c'est une évidence. Mais je pense aussi que des fois, il faut aussi rappeler à nos enfants que oui, c'est pas évident d'être le fils de et le fils de. Puis en plus, quand les deux sont connus, c'est au carré. Mais que ça vient aussi avec... on gagne bien notre vie, on peut faire des voyages. Nous, chez nous, quand on fait des soupers,
ben, il n'y a que des gens intéressants. Tu le sais, Rémi, parce que tu es venu souvent manger à la Des belles maison. tables. Ce sont des belles tablées. Il y a des gens de toute la société civile québécoise. Je veux dire, c'est ça aussi. Avoir des parents qui sont dans les médias, c'est aussi être exposé à plein de choses. C'est aller à des premières de spectacles. C'est rencontrer des artistes que t'aimes. C'est, je veux dire, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la fermière. Et, oui. je veux dire, ça vient... Oui, il y a des désavantages. Il y a aussi des avantages. Et l'avantage que c'est aussi, c'est qu'on élève notre fils en disant à la table de la salle à manger, quand on est au souper, puis qu'il veut dire « Oui, mais moi, je pense que la Palestine... » OK, ben oui, c'est correct, tu as parfaitement le droit. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 1948? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 1967? Est-ce que tu as des arguments? Est-ce que tu as des faits? Est-ce que tu as des dates? Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as lu un livre, un article de magazine au complet, un article de journal au complet sur ça, ou tu as simplement vu sur TikTok ou un influenceur ou ainsi qui pense ça? C'est ça aussi, avoir des parents qui sont chroniqueurs d'opinion, c'est que quand tu t'assois puis que tu veux avoir ton opinion, parfait, mais t'es mieux de la documenter. Puis ça, est-ce que ça améliore votre sort ou ça le détériore? Parce que là, tu me décris un processus. Ça dépend des journées. Ça dépend des journées. Ça dépend des journées. Mais c'est sûr que ce climat-là, parce que là, on parle plus dans l'intimité, mais c'est sûr que quand on est obligé de déménager parce qu'on a été menacé par un chauffeur de taxi qui connaît notre adresse et qui ne nous porte pas dans son cœur, mon fils ne trouve pas ça drôle. Là. Ben non, mais c'est ça. Il y a des affaires qu'on lui dit, il y a des affaires qu'on lui dit pas. T'sais, on lui dit pas quand il a 17 ans, on lui dit pas mal tout. Quand il avait 12 ans ou quand il avait 8 ans, on lui disait rien des menaces qu'on recevait. Il y a peut-être même des affaires qu'il va apprendre en écoutant le podcast. Là. Ben oui. On ne peut pas tout dire à nos enfants non plus parce que... Non, puis c'est un âge aussi un peu cruel, on en parlait quand on s'en venait tantôt, où peut-être que des fois, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas tout. Et un jour, ils comprennent ce sacrifice-là. Ils comprennent que ce sacrifice-là, peut-être effectivement que ça aurait été plus simple que ce soit d'autres personnes que ses propres parents qui mais fassent. Au-delà de tout ça... Il doit être fait, ce sacrifice-là. Oui, il doit être fait, mais aussi, Rémi, il y a une chose qui est plus importante que tout. C'est que, mettons, si on était politicien, OK? Ben, c'est sûr qu'on aurait aussi sa brasserie, puis il y aurait des controverses, puis il y aurait ça. Si on était, mettons, des avocats, ben c'est sûr que des fois, on se retrouverait dans des causes très médiatisées, puis qu'on serait dans la controverse, puis tout ça. Moi, je dis toujours à mon fils, le plus important, quand je me couche le soir, là, j'ai la conscience tranquille. Je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Si j'étais pas solide dans mes bottes, si je faisais un pas par en avant, je donnais une opinion, puis qu'après, je disais, je suis allé trop loin, puis là, je m'excuse, puis là, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, puis tout ça. Si j'étais un flanc mou, ben, ça marcherait pas. Mais tout ce que je dois faire comme sacrifice, tous les coûts que ça engendre faire le métier que je fais, je les assume parce que c'est ce que je pense. Je ne ferai jamais de compromis. Quand il y a eu le 7 octobre 2023, c'est 2023? Oui. Quand il y a eu le 7 octobre 2023, quand il y a eu le massacre, quand il y a eu le pogrom en Israël, j'aurais pu rester tranquille, j'aurais pu fermer ma grande bouche, j'aurais pu faire comme s'il n'était rien arrivé. J'ai embarqué dans cette dénonciation de ce qui s'était passé cette journée-là parce que ça me révoltait profondément comme être humain, comme femme, comme citoyenne à tous les niveaux. J'en ai parlé dans mon livre. J'ai porté pendant longtemps le petit ruban jaune pour la libération des otages. Je sais qu'il y a bien de gens qui auraient préféré que je me taise, mais je refuse de me taire sur ces questions-là. Alors, est-ce qu'il y a un prix à payer? Oui. Bien sûr. Oui, il y a un prix à payer. Mais est-ce que je vais, moi, pour ne pas avoir de prix à payer, faire des compromis sur qui je suis, ce que je pense, faire des compromis avec ma conscience, dire des choses que je ne pense pas, mettre de l'eau dans mon vin? Non. Et c'est comme ça que j'élève mon fils, en lui disant, écoute, moi, c'est ce que je pense, j'assume mes pensées, j'assume mes écrits, j'assume mes paroles,
Et c'est sûr qu'il y a des dommages collatéraux, mais je ne vais pas changer ça. Je vais essayer de protéger le plus possible mon entourage, mais pas au point de te dénaturer. De me dénaturer. Voilà, tu as tout compris. Mais je trouve ça important qu'on s'approche de la fin sur cette note-là. Parce que, évidemment, qu'on pourrait écouter le podcast dans le désordre et dire « voici quelqu'un qui se victimise » parce qu'on t'entendrait te prononcer sur la vie que tu mènes puis sur ce que ça représente. Mais c'est pas comme ça que tu conclus les choses. C'est que tu te dis « moi, je ne pourrais pas vivre ma vie différemment. Je ne pourrais pas faire semblant de penser quelque chose, quitte à faire peut-être plus d'argent, parce que à être finalement dans un poste plus élevé dans le milieu médiatique, c'est toutes sortes de gens qui font plein de compromis, ces gens-là, mais les mauvais compromis. Des compromis avec tes propres principes, avec des positions de fond. Mais toi, tu as décidé de bien dormir la nuit. Voilà. Finalement. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui dorment très bien la nuit en ayant fait toutes sortes de compromis pendant la journée, en parlant des deux côtés de la bouche. Moi, ce qui me fait le plus suer au cours des dernières années, c'est la quantité de gens qui viennent me voir et qui me disent « Sophie, hey, tu as écrit une chronique l'autre jour. Je suis tellement d'accord avec toi. » Ah ouais, mais pourquoi t'en parles pas? Ah, ben, tu sais, c'est parce que c'est délicat, puis tu sais, je risque de perdre des contrats, mais c'est tellement dégueulasse. Donc, tu vas m'appuyer en privé et en public, tu vas faire comme si on se connaît pas? Ou pire encore, en public, tu vas aller dénoncer ce que j'écris. Ça, j'avoue que ça m'est arrivé à quelques reprises au cours des dernières années et ça me tue. Ça me révolte. Que les gens aient un double discours, que les gens disent quelque chose dans leur vie privée. Hein, tu les reçois à souper, ils sont là, ils grande gueule, le vin et tout ça, blabla. Ah oui, c'était écœurant, puis telle affaire, puis tout ça. Puis après, tu les lis dans le journal ou tu les entends à la radio, tu les entends à la télé. Ils disent exactement le contraire de ce qu'ils ont dit chez toi quand ils sont venus manger chez toi. Après, la fois d'après, où ils reviennent manger chez toi, ils disent « Hey, Sophie, c'est absolument épouvantable. » Mais attends, mais pourquoi t'es allé dire ça à telle émission? C'est exactement le contraire de ce que tu penses. Mais c'est vrai que mais tu sais, quand même, je peux pas dire ça en public. Ben là, oui, tu peux. Moi, c'est ça que je fais, moi. Et moi, j'assume les coûts. Et moi, j'assume le prix à payer. Et moi, j'assume les conséquences sur mon entourage. Sur perdre parfois des amis, perdre tu sais, avoir des commentaires désobligeants dans des parties de famille parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi. J'assume. Et toi, t'es pas capable de l'assumer, mais tant pis pour toi. C'est ça me tue, là. Oui, mais moi, ce qui me tue, c'est de savoir que ces gens-là dorment bien. Parce que moi, je dors très mal et je dis tout ce que je pense. Et je me dis, il y a des gens qui ont le droit à ce sommeil-là et qui disent pas ce qu'ils pensent et qui font semblant de tabarnouche, c'est ça. Non, puis... c'est quoi... on va vraiment s'arrêter là-dessus après. C'est quoi qui... Quand tu fais le bilan d'une carrière qui n'est pas terminée, mais quand tu regardes tout ce qui t'a animé, tout ce que tu as écrit, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a une conviction qui, au-delà d'une conviction très générale de « je dis ce que je pense », y a-tu une cause qui traverse chacune des positions que tu as prises? Puis un jour, on va dire « Sophie Durocher », c'est ça. Sophie Durocher, sa cause, c'était ça. Comme on associerait, par exemple, quelqu'un d'indépendantiste au projet indépendantiste québécois. L'injustice. L'injustice. Oui, c'est ce qui me révolte le plus. Et par exemple, je te donne un exemple de quelque chose dont j'ai parlé régulièrement. L'importance pour moi si j'avais pas été journaliste, je serais devenue avocate. Et parfois... je me dis, je regarde aller des gens, j'ai beaucoup d'amis qui sont avocats, j'ai même des amis qui sont juges, et je me dis, oh mon Dieu, vous faites vraiment le métier le plus noble qui soit. J'ai écrit à plusieurs reprises sur des cas célèbres, des Julien Lacroix, toutes sortes de gens qui avaient été victimes, l'objet, soit d'accusations ou d'allégations. Éric Lapointe, j'ai fait une longue entrevue avec Éric Lapointe. Et mon principe a toujours été le même. Les gens disaient « Sophie Durocher a pris la défense de Julien Lacroix. Sophie Durocher a pris la défense de un tel. » Non, je n'ai pas défendu un individu, j'ai défendu un principe. Ouais. Et ce principe-là, c'est
la justice. Nous sommes tous égaux devant la justice. On vit dans un état de droit, la présomption d'innocence, etc., etc. Mais ce qui me choque, c'est que des gens qui sont des journalistes, des gens qui sont dans les médias, des gens qui sont des artistes, ne reconnaissent pas un principe de droit. Ça me choque. Donc, quand je considère qu'il y a une injustice qui a été faite, je la dénonce. Mais le principe de l'injustice, pour moi, il s'applique, par exemple, on parlait tout à l'heure du français, qu'un francophone ne puisse pas être servi en français au Québec. Pour moi, c'est une injustice que les femmes israéliennes qui ont été violées le 7 octobre n'aient pas bénéficié de la solidarité des féministes occidentales. Pour moi, c'est une injustice. Donc, tu me demandes quel est le fil conducteur dans tout ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Ça a toujours été ça. J'ai un certain idéal de justice qui s'applique aussi bien dans un palais de justice que dans une salle de spectacle ou n'importe quoi, n'importe quel endroit. Je vais toujours voir l'injustice et dénoncer l'injustice. Et je suis assez d'accord avec toi. Je te dirais qu'en observateur que je suis, en lecteur que je suis, c'est effectivement la notion que j'estime être celle qui traverse l'ensemble de ton œuvre. Mais là où il y a l'injustice, il y a également la justice. Et suffisamment de justice pour toi et moi. Tu as accepté de venir t'asseoir face à moi alors que je m'assois toujours face à toi dans le cadre de tes fonctions d'animatrice. Merci beaucoup, Sophie Durocher. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup d'avoir été là. Écoutez, on démarre le projet, donc on a besoin de vous. S'il vous plaît, partagez, écrivez, parlez du projet à vos amis. On a bien hâte de vous revoir. À très bientôt. Vous nous découvrez, mais on va vous découvrir aussi. Dites-nous ce que vous pensez du projet. Merci.